Salut tout le monde, aujourd'hui on va discuter ensemble de l'actualité à travers un bulletin des réfractaires, et c'est ce qu'on fait assez souvent sur la chaîne du Canard Réfractaire. Et le premier sujet qu'on va aborder ensemble, ce sont les manifestations du 6 juin qui s'est passé partout en France mais aussi partout dans le monde. Ça marche? C'est parti! Et le 6 juin, il y a eu des tas de manifs un peu partout en France, dans le monde et pour un tas de raisons. Mais on va commencer par celle qui a le plus rassemblé, c'est contre les violences policières. À Paris, déjà, avec un rassemblement de 5000 personnes au Champ de Mars et un autre plus petit à la Concorde. Pourquoi quand vous tuez des Arabes et des Noirs, vous n'êtes pas virés? Elle est là la vraie question. Parce qu'il y a les violences policières, mais il y a la violence de la justice. Parce que vous n'êtes jamais condamnés. Vous n'êtes jamais condamnés, il n'y a pas de justice. Et c'est ça qui fait mal, hein, monsieur le RG sur son scooter? C'est ça qui fait mal aux justices. Il y a la violence que vous faites, et il y a la violence parce qu'il n'y a pas de justice. Il y a eu 5000 personnes à Lyon, 3000 à Marseille, où de nombreuses vidéos ont circulé sur les réseaux. À Lille, ils étaient 2000 et probablement autant à Bordeaux. Il y a eu aussi la belle ville de Rennes, Metz, mais aussi Le Mans qui a rassemblé 1000 personnes, quelques centaines à Poitiers, Limoges et Nancy, et une cinquantaine à Nîmes et à Troyes. Mais en France, ce jour-là, il y avait plein d'autres raisons d'aller dans la rue. À Choisy-le-Roi, par exemple, ça bouge contre la fermeture d'une usine Renault, le seul site qui risque d'être fermé après des accords passés entre l'État et l'entreprise. L'objectif est de transférer l'activité de l'usine à Flins, à quelques kilomètres de là. D'ailleurs, l'usine historique de Choisy-le-Roi, elle a cette particularité d'être spécialisée dans le reconditionnement des moteurs et aussi des boîtes de vitesse. Et ça, pour une économie comme la nôtre qui est largement basée sur les matières premières, mais aussi pour une éventuelle hypothétique transition écologique organisée, c'est quand même vachement pratique d'avoir ça sous la main. D'autant plus que cette usine-là, elle est rentable. Donc l'objectif de Renault, c'est vraiment d'essayer de maximiser à mort ses profits contre l'intérêt du pays et contre l'intérêt écologique. Et l'État soutient ce truc-là. Ce n'est pas possible, ce n'est pas négociable qu'on donne 5 milliards d'euros à une entreprise après les centaines de millions d'euros du CICE, après des milliards pour je ne sais quel plan automobile, et que dans le même temps, on annonce des suppressions d'emplois ou des fermetures du site. Le Covid-19, il a bon dos. Alors pour lutter contre cette fermeture, ils étaient 1 millier dans la rue. Toujours le 6 juin à Nantes, il y a eu un rassemblement contre le déploiement des antennes 5G, qui est l'un des sujets majeurs de la campagne municipale en cours. Et les manifestants là-bas, ils disaient plusieurs trucs contre les antennes 5G. La première, c'est que on ne sait pas trop si ça va ou non causer des dommages sur la santé humaine et sur l'écosystème en général. Le fait aussi que ce soit totalement inutile, la 4G ça suffit largement, y compris pour le télétravail. Et le dernier truc, c'est que ça va permettre à tout un tas d'appareils connectés d'envoyer énormément de données et ça va permettre techniquement d'organiser une surveillance de masse encore plus puissante que ce qu'on a déjà maintenant. Et pour finir, à Paris, il y a eu un petit rassemblement de la CGT Spectacle pour réclamer des mesures concrètes pour la culture. Mais la France n'est pas la seule à avoir bougé dans le monde parce qu'il y a eu des tas et des tas de mobilisations dans plein d'autres pays. Et inutile de vous dire qu'on est passé à côté d'un tas de mobilisations. La lumière est pile poil là où il faut pas quoi. Ça bouge contre le racisme au Portugal, à Londres ou par exemple à Sydney comme on le voit sur ces images. Et bien sûr aux USA comme ici en Californie avec des énormes mobilisations. Au Canada, le vendredi 5 juin cette fois, le Premier ministre a lui aussi posé son genou à terre, qui est le geste pour rendre hommage à Floyd. Ce qui veut dire que le même jour, dans énormément de pays différents, tu as eu la même manifestation avec les mêmes slogans et les mêmes revendications. Et je ne sais pas quand ça date la dernière fois qu'il y a eu ce genre d'événement. Le seul exemple que je vois qui ressemble à ça, c'est les mobilisations des jeunes pour le climat il y a quelques mois. Et si toi tu as d'autres exemples de manifestations comme ça, tu peux les mettre par commentaire où il y a eu le même jour, les mêmes slogans, les mêmes revendications. Au Mexique, c'est contre la corruption suite à la mort d'un jeune après son arrestation que ça a bougé, avec une petite manifestation, pas beaucoup de monde, mais beaucoup de violence pour le coup. Au Liban, c'est un défilé anti-système et notamment contre le Hezbollah qui a lieu. Et on finit avec Israël où des milliers de personnes étaient présentes contre le projet d'annexion de la Cisjordanie. Bon, dit comme ça fait un peu météo social où on essaye de trouver le maximum de personnes ici et là et faire un gros tableau comme ça. Je sais pas si c'est ce qui est le plus pertinent, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes ces mobilisations, ça montre une chose, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de traumatisme après post-confinement, il n'y a pas eu d'abattement, il n'y a pas eu de dépression, il n'y a pas eu de trucs que certains annonçaient. Le peuple se réveille pour tout un tas de raisons et ça fait plaisir à voir. Et on
on continue avec l'application Stop Covid qui a donc été lancée il y a quasiment une semaine maintenant et qui est déjà à 1 million de téléchargements. Et c'est quand même pas mal 1 million de téléchargements, hein. C'est pas suffisant pour que cette application soit vraiment utile, mais au moins ça montre qu'il y a une espèce de réappropriation ou d'envie de la part des gens de télécharger cette application. En tout cas, l'épidémie semble se tarir en France. Il y a de moins en moins de morts, il y a de moins en moins de personnes contaminées, il y a de moins en moins de personnes en réanimation. Et ça fait quand même plusieurs semaines que ça dure depuis le déconfinement. Ce qui fait que même s'il faut prendre ça avec des pincettes, qu'on n'est pas sûr et qu'il faut maintenir les gestes et tout ça, tout ce que tu veux, mais apparemment, l'épidémie commence à s'arrêter en France et il n'y aura pas de seconde vague, en tout cas pas durant l'été. Ce qui est quand même une super bonne nouvelle parce qu'avec le déconfinement qui se faisait à moitié à l'arrache et surtout l'ouverture d'écoles qui se faisait contre le conseil scientifique et tout le patatras, on avait peur, et sur la chaîne du Canard en premier lieu on avait peur qu'il y ait une seconde vague qui arrive et on s'est trompé, c'est plutôt chouette. Par contre, ça s'arrête en France, mais ça s'amplifie en Amérique. Et à commencer par les États-Unis. Même si là-bas le ratio de morts par habitant est plus bas qu'en France, l'épidémie chez eux continue à circuler et peut encore s'aggraver vu la situation. Trump appelle d'ailleurs les gouverneurs à accélérer le déconfinement, ce qui ne va sans doute pas arranger les choses. Au Mexique maintenant, il n'y a pas les structures sociales et notamment au niveau du salariat pour faire durer le confinement. Du coup, ils sont obligés de déconfiner alors que la crise est très loin d'être terminée, ce qui ne va pas non plus, là ici, arranger les choses. Au Brésil, le pouvoir a rendu invisible le nombre de morts en empêchant l'accès aux statistiques, ce qui a produit un nouveau scandale dans un pays où l'épidémie ne montre toujours aucun signe de faiblesse. C'est pas ouf aussi au Chili qui a atteint un nouveau record de morts par jour. Au Pérou, deuxième pays le plus contaminé du continent, le système de santé a atteint ses limites, notamment au niveau de l'oxygène et des respirateurs. Au Panama, la capitale a été reconfinée parce que le pays a subi un sursaut de l'épidémie après un relâchement des restrictions. Bon, ça c'est pour les pays d'Amérique. Après, tu as d'autres pays comme l'Inde par exemple qui va devenir le 3e pays le plus contaminé au monde. Et c'est typiquement ce genre de stat qui ne veut pas dire grand chose parce que l'Inde est un des pays les plus peuplés au monde. Et ce qui inquiète le courrier international, c'est donc pas le nombre de morts dans l'absolu, c'est surtout la dynamique de l'épidémie. Parce que la courbe continue encore aujourd'hui de grimper. Le record de contaminés en une journée vient encore d'être battu aujourd'hui, le jour où je tourne cette vidéo. Et dans un pays aussi peuplé et avec un service public qui n'est pas le meilleur au monde, ça risque de continuer cette histoire. Mais il y a d'autres pays où ça se passe très bien, comme la Nouvelle-Zélande, qui pour la première fois n'enregistre aucun cas actif de Covid-19. Genre, il n'y a plus personne d'enregistré qui a le virus, et donc la Nouvelle-Zélande va largement déconfiner à partir de maintenant. Et ça fait partie des exemples avec le Danemark ou avec Hong Kong qui montrent qu'on peut lutter efficacement contre le virus et il faut juste avoir les bonnes décisions politiques. Et quand je vous disais ça n'avait aucun sens de critiquer un pays qui a beaucoup de morts mais qui a beaucoup de population, par contre ça a du sens de critiquer un pays qui a beaucoup de morts pour peu de population comme en France. Voilà, parce que nous on est quand même à 30 000 morts alors que l'Inde elle est à moins que nous, alors que on est quand même un petit peu moins nombreux. Et voilà donc le tour du monde qu'on pouvait faire des différents pays concernant ce virus-là. Mais évidemment, on a résumé en une phrase des situations épidémiques qui sont très complexes et qui dépendent énormément du contexte et du pays, de la population et tout ça. Donc si tu veux voir un peu plus en détail pour les pays qu'on a cités, tu peux trouver en description tout un tas de liens utiles pour ça. Mais évidemment, on va pas se quitter sur une épidémie, sur des manifestations, on va se quitter sur un truc un peu plus croustillant, un truc un peu plus politicien, tu vois, comme on aime bien. Gilles Legendre a envoyé une note à Emmanuel Macron qui lui propose un remaniement, un changement de gouvernement et c'est plutôt intéressant. Parce que je sais pas si tu es au courant, mais tu as pas mal de SMS qui sont envoyés aux journalistes, tu as des bruits de couloir, tu as des prises de parole de politiques qui en gros disent que dans un mois, il va y avoir un remaniement et que le poste de Premier ministre sera bientôt à pourvoir. Ce qui fait que forcément, tu as plein de politiques qui commencent à s'intéresser à ça, et pas forcément les meilleurs d'ailleurs. Et là-dedans, tu as Gilles Legendre, qui est le président du groupe parlementaire La République En Marche à l'Assemblée nationale, qui a envoyé une note au président Macron avec tout un casting et plein de petites remarques, réflexions et analyses qui vont avec, qui sont parfaitement à la hauteur de tous les enjeux sociaux, démocratiques et écologiques que la France doit faire face. Pas du tout. C'est vraiment de la merde. Enfin, c'est de la merde parce que c'est vraiment de la politique politicienne, tu sais. Mais d'un autre côté, c'est quand même un signe qui nous permet d'analyser un peu plus la Macronie et c'est pour ça qu'on va en parler maintenant. Cette note-là, c'est Marianne qui l'a révélée et ça parle de choses aussi nobles que l'effet de communication que pourrait produire une différence d'âge entre Le Drian Premier ministre et Macron président ou encore le faible charisme de Le Maire. Et il cherchait aussi à symboliser la volonté de rupture et de rassemblement que doit incarner le futur remaniement. Donc en gros, si j'ai bien compris, l'objectif c'est de rien changer, tu vois, mais tout en faisant croire que les choses vont changer quand même, tout en montrant que les choses ne vont pas beaucoup changer, tout en assurant aux plus riches que les choses ne vont absolument pas changer.
C'est quelque chose qui ressemblerait à ça. Bref, ils sont piégés dans le dilemme macronien de comment assurer publiquement une contradiction aussi évidente que la leur. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans la note de Gilles Legendre, il veut mettre dans les postes de ministère des personnes de la société civile. Et je vous avoue que pendant une seconde ou deux, je me suis dit chouette, ils vont mettre des petits militants La République En Marche, tu vois, des petits chefs d'entreprise, je sais pas, des trucs comme ça. Je me dis, bon, c'est leur délire, mais au moins ça arrange un peu les choses, quoi. Non, c'est le patron de Suez, le patron de Sciences Po et le patron de la Caisse des dépôts. Voilà. Et d'ailleurs, le fait que le patron de Sciences Po et le patron de la Caisse des dépôts surtout soient sur cette liste et soient ouvertement Macron compatibles comme ça, eh ben, ça montre à quel point ces institutions sont largement corrompues. Et ce qui est marrant aussi sur cette fiche, c'est que les ministres, ils vont d'un siège à l'autre, ils changent de ministère et de trucs qui n'ont rien à voir, mais comme si de rien n'était, comme si c'était normal. Par exemple, Castaner va de l'intérieur à l'armée, la meuf de l'armée, elle va au travail, Le Drian, lui, il irait à l'intérieur, et qui le remplacerait pour les affaires étrangères? Valls. Voilà. Ici, Legendre, il parle de Valls, c'est littéralement, et j'exagère pas, parce qu'il le dit ouvertement comme ça, c'est qu'ils ont personne d'autre pour ça. Voilà. C'est vraiment le dépit, personne ne veut accepter un poste aussi important que ça et donc ils mettent Valls. Par contre, il y a un autre truc qui est intéressant dans ce truc, c'est que Legendre, qui est le président du groupe parlementaire La République En Marche à l'Assemblée nationale, blabla, ce gars-là, il a dit que ouvertement, il n'y avait aucun député qui avait les épaules ou qui avait l'envergure de devenir ministre de quelque chose. Ce qui est embêtant dans un groupe parlementaire qui est essentiellement composé de carriéristes. Et ça rajoute une crise en plus dans ce groupe parlementaire qui avait déjà subi une première session, on avait parlé avec une aile gauche, la écologie, démocratie, machin truc. Et tu avais un autre groupe parlementaire aussi dont on n'a pas parlé qui s'appelle Agir Ensemble et qui s'annonce être le troisième pilier de la Macronie avec le groupe parlementaire La République En Marche et le Modem. Et donc c'est deux groupes parlementaires qui soutiennent Emmanuel Macron mais qui se dissocient quand même du groupe parlementaire La République En Marche. Et donc c'est pas une scission, c'est pas une rupture forte, mais au moins ça montre une chose, c'est que dans le groupe parlementaire, il y a des tensions qui sont très fortes. Et suite à cette histoire, tu as plein de députés qui ont demandé la démission de Gilles Legendre. Voilà. Manuel Valls, on va se taper Manuel Valls. Et je trouve que c'est une histoire qui est assez importante, l'aspect décadent d'une élite, tu vois, c'est quand tu te bases que sur le mensonge, que sur la violence policière, que sur la langue de bois, évidemment, à un moment donné, toutes les personnes compétentes qui ont un tant soit peu d'honneur et qui sentent un petit peu le coup venir, ils ne vont pas s'investir dans ce gouvernement-là. Ce qui fait qu'on se retrouve qu'avec des gens qui sont des minables, qui sont des gens incompétents, qui sont des gens carriéristes, comme Castaner par exemple. Ce qui fait que nos luttes sociales, même s'il n'y a pas de grande victoire symbolique, tu vois, il n'y a pas de dissolution, il n'y a pas de président qui démissionne ou quoi que ce soit, il n'y a pas de révocation, il n'y a rien du tout. Mais même si tu n'as pas ça, tu vois qu'il y a un délitement du pouvoir. Et ce qui est quand même plutôt intéressant et je pense assez positif. On va être très mal gouverné, mais au moins ça va nous fournir énormément d'arguments pour dire que ce système libéral-là, il ne peut plus continuer. Et c'est là-dessus qu'on termine, j'espère que ça vous a plu toute cette histoire. Pour une fois, on a fait ça dehors parce que là, on a enchaîné les vidéos à l'intérieur parce que c'était plus simple. Et sauf que c'est quand même plus agréable de faire ça dehors. Ce qui fait que là, on va lancer la semaine verte. En gros, toutes les vidéos du canard vont se faire dehors, voilà. Il y aura des animaux mignons de temps en temps aussi. Donc on va revoir les choucas, on va revoir les chèvres, on va revoir tout ça et on va revoir aussi pas mal d'informations parce qu'il y a pas mal de vidéos qui sont prévues. Il y en aura une sur le Danemark enfin qui va arriver cette semaine, une autre sur une mise en situation des États-Unis avec une prise du contexte un peu large pour essayer de dépasser juste les commentaires oh il y a des manifestations et des émeutes pour essayer d'aller un peu plus loin. Il y aura aussi une vidéo sur la dérive autoritaire avec Déméter qui va arriver demain normalement. Et je voulais voir un dernier truc avec vous, c'est qu'on va bientôt commencer l'acte 3 du Canard Réfractaire sur YouTube. Le premier c'était réussir à produire des vidéos déjà, donc avec les revues de presse tous les jours. Le deuxième, c'était essayer de faire les choses différemment, d'avoir une autre approche, tenter d'autres formats comme vous avez pu le voir ces derniers jours. Et là, la semaine prochaine ou la semaine d'après, on va rentrer dans l'acte 3, on va essayer de gagner en régularité. Pour ça, il y a deux choix et là-dessus, j'aurai besoin de votre avis parce que je ne sais pas ce que vous trouvez le mieux. Et donc là, on va mettre un vrai sondage. Donc soit on fait un bulletin comme on fait la bulletin des réfractaires tous les lundis, mercredis et vendredis à 18 h et après, selon le temps, on rajoute d'autres émissions dans la semaine. Soit on fait une émission le samedi, je sais pas, par exemple à 18 h le samedi, qui est la plus grosse, qui va prendre toute l'actualité qui s'est passée dans la semaine, qui soit mieux réalisée, mieux écrite, peut-être plus marrante et tout ça, mieux construite.
Donc soit 3 vidéos qui arriveront le lundi, le mercredi et le jeudi, des petites comme on fait là, soit une grosse vidéo le samedi. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, dans la semaine, on rajoute des petits épisodes. Sachant évidemment que si on fait une grosse vidéo le samedi, on va pouvoir faire plus de vidéos la semaine. Et si on fait les 3 bulletins dans la semaine, on fera évidemment moins de vidéos à côté. Et c'est à peu près tout. Il y a la nouvelle Gazette des déconfinés qui est sortie, voilà, aussi il n'y a pas longtemps. Donc je vous mets le lien par commentaire. Et là, oh, magnifique aperçu avec des captures d'écran. Et on se retrouve donc demain, normalement, si tout va bien, pour le prochain épisode de la dérive autoritaire qui va s'intéresser cette fois à la cellule Déméter de la gendarmerie. Et puis sinon, on se retrouve sur des prochaines vidéos, soit sur le Danemark, soit sur les USA dans la semaine. Sur ce, je vous fais des bisous et à la prochaine.